Il y avait un mystère dans les MJC. Tu rentrais pour aller tripatouiller la terre glaise, tu vois, et puis tu sortais en citoyen. C'est vrai, hein, il y a ce mythe-là. Hein. Comment tout cela a-t-il commencé? Ça a commencé par un coup de téléphone. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, feu ministère de la Jeunesse et des Sports, m'avait demandé de faire un travail sur une notion qui était un peu en voie de disparition dans les années 90, qui était la notion d'éducation populaire. Et alors je m'étais mis en tête d'interviewer quelques grands anciens avant qu'il ne soit trop tard. Et notamment j'avais retrouvé les traces d'une certaine mademoiselle Christiane Faure qui avait joué un rôle important en 1944 en créant la première direction de l'éducation populaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Alors, je trouve son numéro, je l'appelle un jour comme ça, alors je tombe sur une espèce de vieux bonhomme désagréable. Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, voilà, je m'appelle Franck Lepage et j'aurais voulu parler à mademoiselle Faure, s'il vous plaît, mademoiselle Christiane Faure. Et qu'est-ce que vous lui voulez, mademoiselle Christiane Faure? Voilà, je dois faire un travail sur la notion d'éducation populaire et il se trouve que mademoiselle Faure, en 1944, l'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Cela n'intéresse plus personne aujourd'hui. Au revoir. Clac. C'est quoi pour vous l'éducation populaire? Pour moi, c'est avoir envie d'apprendre. Il y a peut-être une idée de devenir citoyen. L'éducation populaire, c'est... Il y a l'idée d'intervenir, il y a l'idée de débattre sur des sujets d'actualité. Le citoyen, c'est l'homme libre. C'est l'homme qui, à un moment donné, est capable d'être gouverné, de gouverner, et aussi, à un moment donné, de dire non. En 1940, monsieur, j'étais jeune professeur de français au lycée de jeunes filles à Oran, en Algérie, lorsque l'État français a promulgué les lois portant statut des Juifs en France. Nous avons reçu une circulaire, monsieur, nous demandant d'identifier les élèves juifs afin de les expulser des établissements publics. La France avait décidé que ces gens-là n'étaient plus français et que, comme tels, ils n'avaient plus à bénéficier de l'enseignement public. Monsieur, des élèves juifs à Oran, j'en avais quelques-unes. Monsieur, j'ai crevé de rage, j'ai pleuré de rage. Je défendais, j'enseignais Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Monsieur, sachant les enseigner, nous aurions dû savoir les défendre. Et Christiane Faure me raconte qu'elle pleure en voyant les jeunes élèves du lycée d'Oran partir avec leur blouse rose sous le bras et leurs bouquins et descendre la colline. Parce qu'ils ont fait les listes. Parce que personne ne s'est opposé à ces listes. Parce qu'il était prévu qu'en cas de... Si on oubliait un seul élève, c'est le proviseur qui sautait et les profs avec. Et donc Christiane Faure me raconte qu'elle est la seule à s'offusquer et que ses collègues lui disent « Écoute Christiane, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, on n'y peut rien. C'est une loi, c'est la guerre. Et puis mets-la un peu en veilleuse si tu veux pas d'ennui. » La Deuxième Guerre mondiale a montré que c'est les pays les plus cultivés et instruits au monde qui ont fait les plus grands massacres, quoi, je veux dire. Hein. Donc ça change tout dans notre réflexion, quoi. Donc l'instruction, elle suffit pas, quoi. À un moment donné, comment est-ce qu'on apprend aux gens à dire non? L'Algérie est libérée très tôt et en 1942, le gouvernement provisoire de la République s'installe à Alger. Et avec ce nouveau gouvernement... comme maintenant, là, un nouveau ministre, cette fois-ci de l'Éducation nationale et non plus de l'instruction publique. Monsieur René Capitan va créer un cabinet. Monsieur, bon, peu importe les noms, Badevant, Bayen et Christiane Faure. Ils ont entendu parler d'elle et lui proposent de rentrer dans le premier cabinet du premier ministère républicain de l'Éducation nationale. Et le directeur de cabinet s'appelle M. Jean Guéhenno, un philosophe, un intellectuel proche du Parti communiste, un type important. Et alors, ils ont un problème. Ils ont un problème, c'est qu'avec ce qui est en train de se passer, on est en 1942, avec Auschwitz, avec une Shoah, avec 20 millions de morts à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le fascisme partout, ils savent désormais que ça n'est pas un problème de culture, ça n'est pas un problème d'instruction.
On peut être parfaitement instruit, extrêmement cultivé et ne pas préférer la démocratie au fascisme. Et donc ils savent que ce n'est pas un problème d'instruction. Ils savent que c'est un problème d'éducation politique. Et que surtout, on leur apprenne à résister, à ne plus jamais accepter ce qu'ils ont fait, quoi. Apprendre à dire non. Quels sont les lieux dans lesquels on t'apprend à dire non? Quels sont les lieux dans lesquels on t'apprend à être subversif en permanence? La MJC est au départ un lieu de subversion. Il est montré comme tel, désigné comme tel. Et lorsqu'il dit maison des jeunes et de la culture, ce n'est pas des maisons pour les jeunes, c'est des maisons avec l'esprit de la jeunesse. Et il dit ces mots merveilleux, Jean Guénaud, hein, la jeunesse, c'est l'esprit de la découverte, du voyage et de la révolte. C'est splendide, c'est ça, la maison de jeunes et de la culture. Moi, je rappelle un bouquin qu'on avait écrit avec Florence Aubenas, qui s'appelait « Résister, c'est créer ». Résister, c'est très compliqué, parce que résister, c'est pas simplement être caractéralement contre, dire « il n'y a qu'à ». On est convoqué parce que l'époque a besoin de structures intermédiaires. C'est-à-dire, c'est pas possible que tout à coup, les citoyens plongés dans son impuissance, sérialisés, divisés comme ça, apprennent que la bulle financière, quelque chose que je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, ça, moi non plus, hein, c'est un délire, quoi, va faire que l'année prochaine, il sera écrasé. Condorcet avait dit, mes enfants, une république, ça ne tombe pas du ciel. La démocratie, ça ne s'improvise pas. C'est une bagarre constante. Dès qu'on lâche, ça recule. Et donc, il faut faire de l'éducation politique des jeunes adultes, une éducation permanente à la question démocratique. Et donc, ça, on avait complètement refermé ça. Et Condorcet disait, si vous ne faites que l'instruction des enfants, vous allez simplement reproduire des inégalités qui seront désormais basées sur les savoirs. On revient au fondement de la République. La République française, c'est basé quand même sur l'éducation, entre autres, sur les hussards de la République. Pour plein de raisons économiques, d'émancipation de l'individu, etc. La citoyenneté, c'est la capacité d'être gouverné et de gouverner. Je crois que c'est ce paradoxe-là qui montre qu'à un moment donné, il faut accepter l'autre avec ses manières de faire, et en même temps, accepter aussi de prendre ses responsabilités. Donc l'enjeu, il est bien là. L'enjeu, il est bien d'apprendre des savoirs construits au cours des siècles, mais évidemment, en apprenant ces savoirs construits au cours des siècles, je vais me soumettre à la pensée de ceux qui ont construit ce savoir. Mais ce savoir va pouvoir, au fur et à mesure, me faire prendre conscience qu'il y a peut-être de nouvelles voies. Il a fallu expliquer un petit peu ce que c'était que la République, ce que c'était que la laïcité, pourquoi à un moment donné on a fait ci, on a fait ça, qu'il y avait des lois, qu'il fallait les respecter. Enfin bon, la France n'est pas un État religieux, elle n'est pas un État ethnique. La France est un État civique et politique. Donc le peuple français est un peuple politique. Qu'est-ce qui nous lie entre nous? Qu'est-ce qui fonde la nation française? Quel est ce lien invisible, cette âme qui nous lie? Le respect de la République, de la Déclaration des droits de l'homme. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ça veut dire que si ce n'est pas enseigné et éduqué, on est mort. Cette nation, elle disparaît. Comment l'MJC pourrait remplir ce rôle-là? Comment l'MJC pourrait être un facteur d'émancipation, des pratiques alternatives, qui s'opposent un peu justement à ces mondes disciplinaires dans lesquels on dit consomme, consomme, consomme. Justement, résister, c'est créer petit à petit les expériences locales qui montrent que d'autres possibles peuvent voir le jour. Peut-être on peut désirer autrement, peut-être on peut désirer la solidarité, peut-être on peut désirer une vie des quartiers plus agréable. Alors moi j'ai longtemps pratiqué ici l'accordéon en cours. Et il est arrivé un jour où on s'est dit, on s'est regardé avec les autres musiciens, on s'est dit qu'on arrivait à la MJC, on venait consommer notre cours et on repartait sans que rien ne se passe au niveau des interactions entre élèves. Donc on a commencé par se dire que ce serait bien de temps en temps de s'asseoir dans cette salle et de jouer
de jouer ensemble, d'échanger de la musique et de se faire plaisir. Ce qui est important pour certaines personnes, c'est que ça se passait dans l'échange et pas dans le regard du prof. Et même si ici, bon, la hiérarchie prof-élève n'est pas ce qu'on peut être dans l'enseignement, c'est pas un conservatoire. Mais quand même, il y avait ce côté de dire c'est pas avec les profs que ça se passe. Donc on peut s'autoriser peut-être à se chercher quelque part. Et ça, moi, je trouvais ça intéressant aussi. Je pense qu'il y a de la République mise en jeu dans les musiques et danses traditionnelles. La République s'intéresse à comment se passe la relation entre nous. Il est complètement anormal que dans les écoles de musique de la République, on n'enseigne que la musique classique. C'est anti-républicain. C'est-à-dire que ça renvoie la personne, non pas à sa citoyenneté républicaine, non pas à son appartenance à un peuple politique, ça le renvoie immédiatement à ses racines, justement. On n'est plus dans l'identité de relation, on est dans l'identité de racines. Donc là, c'est la République elle-même, enfin la République, c'est pas la République, c'est les hommes politiques, les institutions et les fonctionnaires qui font le jeu inverse. Donc le fait, nous, d'être un lieu institué, d'avoir une mission de service public et de mettre au cœur les musiques du monde, c'est extraordinaire. Donc en ça, on est éminemment républicain. Mais aussi, faut-il aller jusqu'au bout? Aussi, faut-il le rendre vivant? Aussi, faut-il être ouvert? Si Mouloud fait de la vieille à roue, alors oui, c'est un projet républicain. Si Jean-Pierre rentre dans l'orchestre de musique arabo-andalouse, voilà. Si on ne veut pas faire du tribalisme dans ce pays, il est urgent de revenir à ça. Moi, je me suis battu pour la démocratie. J'ai passé 4 ans et demi en tôle chez moi pour la démocratie. Alors pour moi, la démocratie, ça veut dire quelque chose. Eh bien, la démocratie n'est pas simplement une forme des structures sociales, est un fonctionnement interne. Ce fonctionnement-là, aujourd'hui, est attaqué. Et il y a des structures comme le MJC, il y a des structures réelles, une multiplicité, il y en a partout, mais dont on ne s'en sert pas, ou on s'en sert à 1/1000 de sa capacité. Et dans tous les cas, c'est vrai que quiconque qui veut ratisser de vie des quartiers, organiser des forums pour penser les problèmes de la société, etc., ne pense pas qu'à côté, il y a l'MJC. Il ne voit même pas le rapport entre le ratissage comme ça, d'un faisceau citoyen qui permet d'agir, comme ça. Il ne voit même pas le rapport entre l'MJC et ça. Or, moi je pense qu'aujourd'hui l'enjeu historique, vraiment pour parler comme ça, sans grande éloquence exagérée, pourrait en partie remplir ce rôle-là des structures intermédiaires dans lesquelles on n'est ni un individu isolé qui pâtit, ni non plus dans un délire de toute puissance. Dans quelques instants, nous allons nous rendre rue Mouffetard. La Maison pour tous est un peu le centre qui cristallise les efforts artistiques du quartier. Un petit imprimeur s'y a découvert un jour un talent de peintre, d'autres s'y expriment par le théâtre sur une scène exiguë. Bien sûr, tout le village en parle. L'avenir de la rue Mouffetard, il intéresse beaucoup de gens et pas seulement les habitants de la rue Mouffetard. C'est pourquoi, parmi les 4 personnes que nous avons réunies ce soir au studio, il n'y a pas seulement des habitants de la rue Mouffetard. Monsieur Bilby, lui, est un des animateurs de la Maison pour tous. Vous avez vu tout à l'heure le rôle de la Maison pour tous dans la rue Mouffetard. Moi, je suis arrivé dans une maison qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, puisque c'est la première maison des jeunes et de la culture en France. Elle a été créée en 1906. Alors vous allez dire, bigre, c'est effectivement la première maison des jeunes. Mais elle ne s'appelait pas Maison des jeunes à l'époque, c'était un centre social qui s'appelait Chez nous. En fait, ça s'était constitué, cette association, avec une étudiante, avec quelques camarades, qui avaient pensé que dans un quartier populaire de Paris, elle pourrait se mettre à la disposition des gens et essayer d'apporter un petit peu de joie à une population qui méritait d'en avoir, parce que le quartier Mouffetard, à l'époque, c'était un quartier de taudis, de tuberculose. Et moi, je suis arrivé en 1948, au niveau de l'éducation populaire et du social, la maison était en avance sur bien
bien des associations. Alors moi, j'y ai apporté surtout la dimension, le bordel un peu, la dimension culturelle et artistique. Mais j'ai continué à bosser de la même façon au niveau social. Parce que je pensais qu'il est impensable qu'on sépare le social du culturel. Sinon, on ne fait pas notre boulot. C'est pas possible. Les théâtres parisiens ne considéraient pas la Maison pour tous comme un théâtre. C'était pas du théâtre. Ça ne pouvait pas être un théâtre parce qu'on se mêlait du social et on se mêlait des jeunes, on se mêlait du sport. Dans cette maison qui n'était pas un théâtre, qui était une association populaire d'éducation et de culture, on a fait connaître Godot, Beckett, on a fait connaître Arabal, on a fait connaître Marguerite Duras, Raymond Rouleau y a créé une communauté théâtrale extraordinaire. Le théâtre est un moyen de réveiller les consciences. Et c'est ça qui est fabuleux. Le moyen de réveiller les consciences. Ouais. La poésie, le théâtre, la chanson aussi, qui permet d'un seul coup de dire « Ah, il dit des choses qui nous touchent là ». Le théâtre est l'activité du politique par excellence, et depuis la cité grecque. C'est l'art par définition qui permet cette rencontre-là. Voilà, ici on a une conception du théâtre un petit peu différente de ce qui se pratique souvent ailleurs, pas toujours, hein, il y a d'autres gens qui pensent comme nous, mais on n'est pas dans l'idée du conservatoire, on n'est pas dans l'idée de la répétition, mais dans l'idée de la recherche et de la création. Donc on cherche avec les élèves et surtout on prend les individus tels qu'ils sont et on essaie de les faire avancer, mais sans oublier qui ils sont. Voilà. Et dans leur façon d'être physiquement, et dans leur tête, et dans la problématique qu'ils peuvent amener, suivant leur, je sais pas, leur catégorie sociale, leur âge, les problèmes qu'ils peuvent traverser, ou les questions qu'ils peuvent se poser. Moi, donc, voilà, puis je vais le pousser. Puis l'autre à côté, il va aussi le pousser. Puis à un moment, ça va peut-être se casser la figure, ou tu en auras peut-être marre parce que c'est trop lourd. Voilà, donc il y a la compagnie professionnelle, il y a ici donc le théâtre-école, qui est l'école, voilà, mais on dit bien théâtre-école, c'est pas école de théâtre, c'est pas du tout la même chose. Et puis il y a tout ce qui est un peu projet, un petit peu particulier, on va dire un petit peu socioculturel, c'est un peu l'idée, des projets où on va vraiment se poser des questions d'aujourd'hui, où le théâtre est plus un outil d'évolution, d'épanouissement d'individus. Ça a été le grand projet dont peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle l'œil du cyclone. Voilà, l'œil du cyclone qui a donné la tour de Babel actuellement chez des plus jeunes et des anciens, et qui donne Place des Mythos, qui est un spectacle sur l'homophobie qui tourne aussi beaucoup. Vous saviez pas? Kader, c'est une pédale. C'est pas vrai. T'as bien fait de quitter le quartier, Kader. Ici, y a pas de parlouse. Allez, casse-toi. Tu nous as trop déshonorés. Y a pas de PD chez les Arabes. De quoi? T'es un Arabe. T'es pas un... Et c'est notamment l'histoire d'un gars qui s'est fait taper. Parce qu'il y a eu des rumeurs sur lui. Et on apprend que après ce personnage-là était homosexuel. Ça m'a appris à avoir une conscience poétique et à défendre des idées, parce que le spectacle qu'on joue, il est assez militant, quoi. Il défend des idées. Et surtout, le travail qu'on fait ici, je trouve assez différent de ce qui peut se passer ailleurs, c'est que nous, on essaie de créer des groupes mixtes. Et ça, c'est vachement important parce que on va avoir des gens qui s'intéressent à un public de femmes ou à un public de pauvres, ou etc. Nous, non. On va essayer de créer des groupes assez représentatifs de l'ensemble de la société. Et ça c'est exceptionnel parce que ça produit des choses nouvelles. Parce que la société, elle nous enferme dans des cadres, dans des strates comme ça, et dans des cages d'escalier, et à aucun moment on ne peut se rencontrer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les activités qui sont proposées ici s'ouvrent à tout un chacun. Savoir, non savoir, qu'on soit armé ou désarmé, on se retrouve dans un atelier, dans un groupe de parole, dans un atelier théâtre, ou à faire la cuisine ensemble, qu'on soit avocat ou chômeur. Il y a des situations réelles, il y a des gens réels. On demande aux jeunes de réfléchir.
de prendre parti. C'est-à-dire que le jeune, il peut même se barrer du spectacle. La MJC joue son rôle éducatif, c'est-à-dire qu'elle n'est pas neutre. Elle défend un discours. Et en ça, moi je dis, je fais de l'éducation et pas de la médiation. Je suis éducateur. Éducateur, cela veut dire attaquer la montagne à la petite cuillère. Finalement, que fait le maître animateur? Il va recentrer son élève. Il va l'aider à se centrer. Se centrer, c'est quoi? C'est trouver sa place. Et travailler sa conscience. Et ça s'obtient effectivement par la raison, mais également par l'imagination. Et le théâtre en particulier, et pas seulement le théâtre ici, je crois que toutes les activités qu'on propose ici, travaillent l'imagination. Il n'y a que dans l'imagination que peut s'exercer la conscience de soi. Et l'imagination produit de la réalité. On rêve d'un monde avant de le créer. On donne donc des techniques, des savoirs, des techniques, ça c'est valable dans toutes nos activités. On les utilise immédiatement. Et ensuite on les confronte. Et c'est par leur confrontation qu'un nouveau monde va exister. Et ce monde, avant de le faire exister, on l'imagine. C'est la MJC qui se met dans l'espace public et qui défend quelque chose dans l'espace public. C'est la République mise en jeu, mise sur scène, mise en action, voilà. Et pour écrire la Déclaration des droits de l'homme, il faut quand même soigneusement rêver, de prôner liberté, égalité, fraternité. Il faut le rêver, ça. Il faut donc à la fois se nourrir de la raison, mais circuler dans un espace imaginaire incroyable. Mais finalement, quand on regarde bien, c'est un des rares endroits où on s'inquiète de ce que c'est que l'humanité. Par l'expérience vécue, la rencontre en chair et en os, la vraie rencontre avec l'autre, et ça, moi, je l'ai vécu dans tous les groupes que j'ai rencontrés, à partir du moment où la personne accepte de rencontrer l'autre, elle accepte de rêver, et on entre tout de suite dans un travail lié à l'imagination, tout de suite. Et quand on tire le fil de cet imaginaire, on s'aperçoit que chaque individu a un monde à lui absolument extraordinaire, mais complètement étouffé. Et je crois que nous, l'avenir, la vie, on la reconstruit d'abord dans l'imaginaire. Et ensuite, par la raison, on devient effectivement réaliste et on se dit, bon, effectivement, mon rêve est là et ma réalité sera là. Mais tant pis, je vais au moins là, je ne vais pas là. Et donc, on arrive comme ça à monter des marches et aller vers son rêve, oui. Il faut surtout montrer aux personnes le plaisir qu'il y a à être un citoyen. Le plaisir qu'il y a à un moment donné d'aller chercher en soi la réflexion. Le plaisir qu'il y a à un moment donné de se sentir maître par rapport aux événements, de ne plus avoir peur, de sortir de la survie. C'est ça. Alors, moi, je suis venue avec une question. Je fais partie de l'association des parents d'élèves du collège Albert Camus. On a eu récemment le cas d'une élève qui a été renvoyée. Ça nous est amené à poser la question de certaines violences et qu'on aurait voulu, dans le cadre de cette association de parents d'élèves, de poser le problème, pourquoi ces violences, pourquoi ces enfants qui se réunissent et qui explosent. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on voudrait aborder en tant que parents. Et surtout, ce qui nous a frappé, et on en a discuté encore récemment quand on s'est vu, c'est le soulagement qui a été induit par ce renvoi. Pas seulement par le renvoi, mais par toutes les paroles qu'ont soulevé ce renvoi. Et on s'est posé la question, mais pourquoi on n'a pas discuté avant d'en arriver là? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet, on avait appelé ce projet l'auberge de la parole, de façon à ce que les jeunes puissent discuter sur qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui les rend agressifs, pourquoi cette éruption de violence dans les banlieues, est-ce qu'on ne peut pas l'éviter, est-ce qu'on ne peut pas travailler dessus, et je sais que ce problème n'est pas propre
à Massy où j'étais, à Ris-Orangis où je suis, il est valable pour beaucoup de choses. Donc est-ce qu'on ne peut pas travailler sur ce projet et puis le diffuser? Les vécus aujourd'hui des individus à niveau international, à niveau mondial, hein, c'est un vécu d'une impuissance énorme, extrême, parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent que réagir. Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, et justement par la disparition de la conscience politique, on ne sait plus désigner l'ennemi. C'est ça qui est terrible. Moi, je l'ai vécu à Torcy en 2005 durant les émeutes. Ils ne savaient pas. Enfin, je veux dire, là, tu sens à un moment donné, tu sens qu'on ne sait pas qui est l'ennemi, quoi. Donc là, tu fous le feu au lycée, tu fous le feu au gymnase, tu fous le feu à la bagnole du voisin. Enfin, tu vois, je veux dire. Et la plupart du temps, quand un jeune fait des conneries, pour dire comme ça, dans la rue, à vrai dire, quand ils arrivent à nous, quand ils arrivent en pédopsychiatrie, donc ce n'est pas les flics, ce n'est pas les juges dont on a le temps de parler, on se rend compte vite fait que 90% des mômes, des jeunes qui font des conneries dans la rue, ils sont dans une confusion dans laquelle ils ne se rendent pas compte qu'une chose, c'est transgresser à la maison. Transgresser à la maison, c'est fondamental pour pouvoir grandir, n'est-ce pas? On transgresse, on revient en arrière, on éprouve les limites. Or, si on fait ça dans la rue, bah là, c'est une transgression légale, c'est grave. Ils ne font pas la différence entre transgresser à la maison, hein, et transgresser dans la rue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, incapacité à comprendre le monde dans lequel on est, incapacité à désigner ce qui me fait mal. Imagine-toi être les yeux bandés et être attaqué et être en incapacité de te défendre. Je pense que c'est ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Nous avons le discours sur la peur, l'angoisse, le fatalisme est un discours rentable, pas celui sur les expériences réussies. Ce qui fait sens, ce qui fait économie, ce qui fait vendre, c'est ce regard négatif sur la jeunesse d'une société vieillissante. Ça, alors on ne peut pas, c'est des faits, mais vous n'êtes pas la télévision, vous n'êtes pas les hommes politiques. Vous n'êtes pas le discours dominant, vous n'êtes pas les publicitaires, vous n'êtes pas le monde de l'économie, vous n'êtes pas les entrepreneurs. Est-ce que tu n'es plus qu'un produit et une machine interchangeable, flexible, comme on dit? On te perd 10 de retrouver, tu vois, on te remplace. Est-ce que tu es ça? Est-ce que tu veux être ça? Ou est-ce que tu es encore un humain? Alors, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue éducation et d'un point de vue psychiatrique, c'est vrai que c'est important de créer des pratiques qui permettent de rétablir les frontières privées-publiques. Or, tu ne peux pas aller éduquer les familles. Ça, sauf dans un régime totalitaire, on n'éduque pas les familles. En revanche, tu peux refonder le public, l'espace public. Et si tu refonds l'espace public en tant qu'espace public, ah bah, effectivement, comme corollaire secondaire, parallèle, tu refonds aussi un espace privé. Donc, il y a là quelque chose qu'on n'a pas le temps là de développer, tu vois, mais très très profond dans le développement des véritables espaces publics, qui est vraiment une action anthropologique, sociologique fondamentale aujourd'hui. Comment est-ce qu'on travaille à ça? On travaille à ça sur un processus permanent où, premièrement, on fait en sorte d'avoir des gens chez qui on va aller chercher la raison critique et on touche ça chez eux. On va aller chercher en permanence leur raison critique, questionner leur raison critique, et cette raison critique, on va lui faire rencontrer une autre raison critique, d'autres raisons critiques. L'espace de la rencontre de ces raisons critiques, on appelle ça l'espace public. Les MJC sont faites pour organiser cet espace-là. C'est leur rôle. C'est leur rôle historique. Alors, c'est le travail de l'Université populaire laboratoire social qu'on a commencé à Ris-Orangis. On l'appelle laboratoire social Université populaire pour faire la différence un tout petit peu avec l'université populaire plus courante qui se contente de faire une diffusion des savoirs. Nous, on ne fait pas diffusion des savoirs. Nous, c'est vraiment recherche, action, recherche et construction des savoirs, n'est-ce pas, hein? C'est-à-dire, par exemple, les antennes relais, est-ce que les antennes relais sont dangereuses ou pas? Bah,
les gens ils disent oui ou non, mais ils ne savent rien. Eh bien, les rôles d'une MJC, ce serait par exemple ça, créer une expertise populaire, se renseigner, voir en quoi pas, être en réseau avec d'autres gens, solliciter des techniciens qui viennent parler. Donc, des lieux dans lesquels on sort un tout petit peu de cette bêtise ambiante de « je suis pour ou je suis contre ». Je pense que là, encore une fois, on est bien dans la formation du citoyen. Comprendre sa condition, sa place, comprendre le monde dans lequel on est. Là, par rapport à l'université, pour en revenir à l'université, on demande 3 choses aux gens. Première chose, être affecté par quelque chose. Deuxièmement, vouloir résoudre le problème. Troisièmement, non pas de façon individuelle, mais collective avec des gens. Le rôle d'une université populaire, laboratoire social, n'est pas politique dans le sens de s'opposer à un sens dominant à notre sens. On oppose au sens dominant une complexité multiple. Hein. Alors, de ce point de vue-là, il faut bien comprendre, bon, c'est quand même ma casquette psychanalyste, hein, mais c'est un constat aussi social, que quand l'individu il est tout seul chez lui, dans sa tristesse, dans son impuissance, il ne faut jamais oublier que plus on est dans l'impuissance, plus on est dans une sorte de rêve comme ça de toute puissance. On se dit, si il y avait tel mec au pouvoir, si j'ai gagné le loto, si on écrasait les étrangers, si tous les hommes du monde se tenaient par la main, voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours un si messianique que si cette chose-là arrivait, tout serait possible. Or, si résister c'est créer, c'est justement parce que aussitôt qu'on sort de l'impuissance, on perd aussi le rêve de toute puissance. Donc une femme ou un homme qui commence à faire des choses, qui renoue avec sa puissance d'agir, est quelqu'un qui se rend compte que pas tout est possible. Donc qui devient quelque part adulte. Et je suis toujours étonné comment en France, les gens s'autocensurent sans besoin de censeurs. Hein. C'est très étonnant parce que pour moi, pendant la moitié de ma vie jusqu'à 25 ans, quoi que je fasse, il y avait un censeur, un flic, un militaire, donc je savais pourquoi est-ce que je ne pouvais pas faire les choses. Bon. En tant qu'en France, il y a une sorte de peur diffuse dans laquelle on se auto-censure, on auto-limite nos libertés d'agir avant qu'une censure, qu'une loi ou que quelqu'un arrive pour nous censurer. Et ça, je pense que ça part d'un malentendu de ce qui est la défense de la démocratie. Hein. C'est-à-dire, au fait, la mobilisation, le développement de ce type d'expériences intermédiaires, loin de menacer la démocratie, c'est ce qui donne la sève à la démocratie. Parce que combien même le pouvoir central dans un pays quelconque est très progressiste, s'il y a cette distance-là, il n'y a pas les structures intermédiaires qui permettent de réaliser des changements, par exemple. Et si le pouvoir est très réactionnaire, il n'y a pas les structures intermédiaires qui permettent de résister. C'est-à-dire que ces expériences-là sont des expériences de contre-pouvoir, mais non pas dans le sens qu'ils sont contre le pouvoir, mais qui sont effectivement dans des dimensions différentes. Donc moi je trouve quand même qu'elles sont comme des noyaux de résistance à cette folie ambiante, dans lesquels des problèmes peuvent être pensés de façon complexe. On n'est pas ni pour ni contre. Il est clair que dès l'instant où on fait un travail d'éducation, il y a derrière ce travail d'éducation un projet de société sous-jacent. Donc il faut qu'on soit au clair dans une MJC sur quel est le projet de société que porte la MJC. La première chose, c'est savoir accueillir les gens. Pour l'instant, à la MJC, nous ne savons pas le faire. Nous ne le faisons pas. C'est clair. On s'est amélioré, tout ça, mais ce n'est pas fait. À la rentrée de septembre, on aura un lieu dévolu à ça. Et moi, comme vous tous, comme nous tous, on passera du temps consacré à ça. On se met en disponibilité pour ça. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et je ne sais pas ce qui va se dire. Et je suis très curieux et très impatient de voir ce qui va se passer, ce qui va se dire. Parce que je suis sûr qu'il va se dire des choses extraordinaires et qu'il va se passer des choses extraordinaires.